Chers amis, nouvelle vidéo réaction, encore une fois sur Aldostérone, il régale vraiment en ce moment, sauf que ce coup-ci, j'ai prévu, comme vous pouvez voir, des petites munitions pour regarder et pour commenter. Donc dans la vidéo précédente, on avait parlé des gens qui, vous savez, les gens qui traitent les expatriés de déserteurs, de fuyards, de lâches, etc. Et là, en fait, on va s'intéresser à une autre vidéo qu'il a faite. Attendez, je vais réduire un petit peu tout ça. Un peu là. Tac, je me mets comme ça en petit. On va s'intéresser à cette vidéo en fait où il va nous expliquer en fait les raisons de son départ et on va commencer tout ça en direct. Donc attention, je grandis le truc et c'est Valider un parti. sac à dos. Ils sont obsédés par les climats, donc ça signifie qu'on a un pays qui est froid, qui est extrêmement froid. On a des températures à single digit, ça signifie on a du 8-9 degrés à la fin du mois d'août. Donc on a un pays très très froid. Et en fait, l'obsession, c'est le réchauffement climatique. Ça signifie qu'ils sont prêts à sacrifier tout pour le réchauffement climatique. Ils veulent. En fait, il a très bien compris à Docéron. D'ailleurs, ce réchauffement climatique, ce qu'il y a, c'est une diminution du niveau de vie de la plèbe. En fait, on dit à la plèbe, maintenant vous allez utiliser moins d'énergie. Donc moins d'énergie, ça veut dire moins de viande, moins d'électricité, moins de chauffage, moins de voitures, moins d'essence, moins de consommation, moins de vêtements, moins d'électricité, moins de gadgets technologiques. Vous allez utiliser moins de ressources. Le bétail, on veut vous diminuer votre niveau de vie. C'est ça en fait l'écologisme, hein. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui disait il y a maintenant, je crois, il y a 30 ans, 40 ans, un écolo en fait, c'est une pastèque vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Derrière l'écologie, c'est toujours le communisme. C'est en fait parquer le bétail dans des petites cases où leur vie est entièrement régimentée par la superstructure étatique. Et puis, par contre, les apparatchiks qui, eux, sont au sommet, vivent dans le stupre, dans le luxe le plus obscène. C'est ça qui se cache derrière tout ça. Et c'est pourquoi, même dans des pays froids, même dans des pays où on grelotte, eh ben, vous avez des gouvernements qui commencent à couper les lumières, qui commencent à dire on se chauffe à 19 degrés, on met plus la clim dans les voitures, etc. etc. Enfin, le chauffage en l'occurrence, etc., etc., etc. Transformer euh, le Royaume-Uni en un pays misérable encore une fois. Vous savez, euh, Trump dit Make America Great Again. Pourquoi le again? Again veut dire encore une fois. Ça signifie que l'Amérique avait une grandeur dans sa vision. L'Amérique avait une grandeur et on va lui restaurer sa grandeur. Donc c'est une restauration, lui, ce qu'il veut faire. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, on va rendre le Royaume-Uni misérable encore une fois. Ça signifie on va revenir à des siècles passés où la médecine était un privilège de caste, le chauffage était un privilège de caste, le transport, la nourriture, tout est en train de devenir Il faut pas trop critiquer le passé, les amis, parce que je pense qu'on nous fait beaucoup croire de choses fausses sur le passé pour justifier le présent. Pour que les gens se disent, ah bah aujourd'hui on a de la chance parce que c'est parce que c'est parce que c'est là. Mais je pense qu'à bien des égards, nos ancêtres avaient une qualité de vie supérieure à la nôtre. Ils n'avaient peut-être pas toute la technologie, ils n'avaient pas une médecine aussi développée, faute de connaissances, mais je pense que même des gens à la campagne pouvaient avoir un rendez-vous avec un médecin assez rapidement, sans avoir à attendre 3 mois ou 6 mois. Et puis en plus, comme c'était des communautés qui étaient bien très organiques, eh ben, le médecin on le connaissait, c'était un peu un... voilà, il y avait vraiment une dimension humaine qui évidemment plus du tout aujourd'hui. un privilège de caste dans ce pays. Juste pour te donner un exemple, je vis au Royaume-Uni et je vois mon niveau de vie se dégrader. Je travaille de plus en plus, même si mon revenu semble évoluer, même si mon revenu semble augmenter, ma qualité de vie est en train de baisser. Le revenu augmente, le revenu augmente, mais il faut voir le prix des choses, quoi. Je veux dire, c'est que si vous gagnez 20-30% de plus qu'il y a 5 ans, ah oui, mais les prix ils ont doublé. Donc, Pour le même revenu, je peux obtenir une bien meilleure qualité de vie à peu près n'importe où dans le monde. Je peux prendre vous avez entendu ce qu'il a dit, pour le même revenu, je peux obtenir une meilleure qualité de vie partout dans le monde. C'est le géo-arbitrage dont je vous parle tout le temps, les amis. Il faut faire du business avec les pays tiers 1. Il faut gagner de l'argent à distance depuis les pays tiers 1. Et ensuite les dépenser en vivant dans des pays tiers 2. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'il ne vous suffit pas depuis, je sais pas moi, l'île Maurice, de passer un coup de fil à Londres et dire salut, je peux bosser pour toi en remote. Pour que quelqu'un vous dise oui, bien sûr, je te donne un salaire de londonien. Et puis comme ça, tu vis à l'île Maurice et tout se passe bien. C'est pas si simple que ça, je vais en parler à la fin de la vidéo. On va essayer de donner des pistes de réflexion, des stratégies pour pouvoir réussir à monter ce petit manège-là. Mais oui, c'est vrai, évidemment, avec le salaire que vous obtenez à Londres, si vous le dépensez à l'île Maurice, si vous le dépensez à Dubaï, hein, on dit que le coût de la vie à Dubaï est cher. Les salaires à Dubaï sont bien inférieurs à ceux de la City, hein.
ou bien évidemment en Europe de l'Est, ou bien en Thaïlande, etc., bah, vous allez vivre comme un roi. D'accord? Mais c'est tout le challenge, parce que c'est pas si simple que ça, sinon tout le monde le ferait. C'est non pas non plus impossible, hein, mais c'est pas si simple que ça de faire du business avec les pays de l'Ouest tout en les dépensant dans le reste du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides, les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Prendre une épingle ou une punaise, la jeter n'importe où sur une carte, j'obtiendrai un meilleur rapport qualité-prix pour ma vie. Là, dans ce pays, je suis en train de lutter contre l'inflation, je suis en train de lutter contre le démantèlement des services publics. Un exemple tout bête, les taxes locales ne font qu'augmenter. Bientôt, je payerai plus de taxes locales que ce que je payais en loyer à l'époque où j'étais étudiant. Chaque mois, ça tombe, il faut payer avec des services inexistants. Aujourd'hui, c'est incroyable ces gros bords de fonctionnaires qui ont des salaires mirobolants, qui foutent rien de leur semaine, et qui taxent, et qui taxent, et qui taxent, et qui taxent. Oh là 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 là. aujourd'hui, cette année 2024, l'année 2024, je me suis retrouvé maintenant à utiliser ma voiture comme benne à ordures. Ça signifie qu'ils viennent si rarement prélever ou ramasser les poubelles ménagères, les ordures ménagères, que je suis obligé maintenant de mettre une bâche, remplir le coffre de sacs et partir jeter ça moi-même à la décharge. Et je trouve plein de... Oh là là, c'est catastrophique ce qu'il vient de dire. En plus, moi je suis hyper sensible, j'ai un nez ultra sensible. J'aime pas ce qui est sale, j'aime pas les poubelles, j'aime pas les excréments, les caca de chien, tout ça. Mais pour moi, c'est presque une obsession. C'est-à-dire que moi, si dans un quartier, par exemple, ce que je supporte pas, c'est quand je suis dans un quartier et qu'on met les poubelles devant les maisons. Moi, il faut que dans les quartiers où je vive, les poubelles sont dans un local poubelle qui est caché ou bien qui est très bien camouflé. Parce que je supporte pas quand je suis en voiture ou encore pire à pied ou en trottinette de voir une poubelle. Tellement je. Après, j'ai un problème avec ça, je dois l'admettre. Mais vous imaginez charger votre bagnole avec vos poubelles? Alors il dit qu'il met une bâche. Il y a forcément une odeur qui doit s'installer là. C'est immonde ce qu'il raconte. de gens qui font la même chose. Aujourd'hui, il y a une file d'attente à l'entrée de la décharge. Donc, ça signifie que Ah, c'est vraiment inquiétant ce qu'il dit, hein. C'est vraiment inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a tellement, le service public est tellement à ce point déficient que les gens sont obligés d'aller jeter eux-mêmes. Et non seulement ils vont jeter eux-mêmes, il y en a tellement qui le font qu'il y a une file d'attente. Je sais pas si vous imaginez l'état de détresse qu'il est en train de décrire. Alors j'allais dire, encore heureux, les gens vont jeter par eux-mêmes. Parce que la prochaine étape, quand le Royaume-Uni ou la France ou l'Europe seront bien tiers-mondisés, c'est que, comme en Inde, comme dans le tiers-monde en fait, hein, les gens ne vont plus s'embarrasser de ces histoires de décharges. Ils vont foutre les déchets là et puis vous vivrez dans un nuage d'excréments tout simplement. ils viennent pas chercher les ordures ménagères, mais ils augmentent les taxes pour les ordures ménagères. Donc, ça veut dire quoi? Ça signifie que C'est classique. ces gens considèrent que les fonds ou l'argent ou le compte du citoyen lambda est en fait est un open source. C'est quelque chose sur lequel ils peuvent puiser autant. Il voulait dire open bar. Il a raison, il a raison. C'est il nous faut des bouteilles de vin, hein, 3 500 € la bouteille. Le gueux, hop, on augmente les taxes. Allez hop, plus vite que ça, puis tu te tais, sinon on envoie les flics. Ah, maintenant on va pouvoir déguster ça. Oh, c'est impeccable. Ok, c'est bon. C'est comme ça qu'ils réfléchissent ces gros bords de fonctionnaires. Qu'ils veulent. Ça signifie qu'ils sont là à distribuer des chèques, à dépenser sur des choses, sur des trucs ruineux, hein, 22 milliards. On n'a même pas d'hôpitaux, on n'a pas construit un hôpital majeur depuis les derniers millénaires. Depuis le dernier millénaire, malgré l'augmentation de la population, il n'y a pas eu un seul hôpital majeur qui a été construit au Royaume-Uni. On va dépenser 22 milliards dans des dispositifs de capture de carbone. Hein, et dans quelques années, on nous dira que c'est parti en frais de bouche, que c'est parti en hélicoptère. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Des dispositifs de capture de carbone. Pour moi, si vous voulez, c'est ce genre d'innovation, ça a toutes les caractéristiques du scam, en fait. C'est genre, les mecs, ils créent un problème qui n'existe pas, à savoir le réchauffement climatique. Ils créent un coupable qui n'existe pas, à savoir le carbone. Et ils créent des solutions qui servent à rien, mais qui coûtent très 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 très, très cher.
Et en faisant ce petit manège, en fait, vous dire, mais ça sert à quoi d'inventer tous ces trucs qui n'existent pas? C'est parce qu'en fait, avec ce petit manège, ils vont justifier une augmentation des taxes, ce qui leur permet d'aller petit à petit vers ces sociétés communistes qu'ils désirent tant, you will own nothing and you will be happy. Et en même temps, bien sûr, ils se gavent et ils rincent leurs potes. Et puis comme ça, en plus, ça passe bien, c'est de l'innovation, etc. Alors la dernière fois, c'était marrant, il parlait justement, je suis tombé sur internet sur une histoire justement de dispositif très très compliqué qui absorbe du CO2 et qui recrache de l'oxygène. Oh là là, c'était des scientifiques de très haut niveau qui avaient créé ça. Il y a un mec, un commentaire qui a dit, mais en fait, ça existe déjà, ça s'appelle un arbre. Ah ça s'appelle un arbre, tout simplement. L'arbre capte le CO2 et effectivement rejette de l'oxygène. Il n'y a pas besoin d'investir 22 milliards. Il suffit de mettre une graine par terre. Simple que ça. Que c'est parti en yacht, que c'est parti en Pologne, que c'est parti en Inde, que ça a été pris par des gangs spécialisés dans ce genre de choses. Ça devient l'enfer. Tu peux plus vivre. L'augmentation des denrées alimentaires, par exemple, je n'arrive plus. Vous savez, comme toutes les familles, j'ai l'habitude d'acheter un certain nombre de choses et puis il y a plein de mes achats qui sont répétitifs. J'arrive plus à acheter deux fois. Moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas normal que des gens de la classe moyenne, dans des pays européens, aient ne serait-ce qu'à se soucier du prix des courses. Je pense que une personne de la classe moyenne, je ne parle pas de quelqu'un qui est en galère et tout, hein, une personne de classe moyenne, qui a un job correct, fait des études normales, il a un job, il a agent immobilier, il est prof. Je pense qu'il devrait être en mesure, dans un pays dit développé, d'aller chez Carrefour, de prendre tout ce dont il a besoin et de revenir chez lui sans jamais avoir à regarder le prix. On n'est pas en train d'acheter une Rolls-Royce, là, les amis. On n'est pas en train de programmer un voyage au ski. Ok. On n'est pas en train d'hésiter entre la classe éco et la première classe. Là. On parle de faire les courses. Si dans nos pays, la classe moyenne est obligée de faire attention quand elle achète ses courses, c'est clairement un indicateur de tiers-mondisation. Fois la même chose au même prix. Chaque fois que je vais acheter quelque chose, ça a augmenté. Les boîtes deviennent de plus en plus petites. La qualité se dégrade. Donc, et en plus Il a bien raison, la qualité surtout. de cela, rajoute ces idées folles de ville 15 minutes, de restrictions, d'interdictions, de caméras partout, de lois liberticides qui tombent tous les jours. Donc, En fait, t'as des mecs qui sont payés à rien foutre en fait. Hein. C'est des gens qui vivent avec nos impôts. Ils ont des idées comme ça. Ah ouais, enfin la ville 15 minutes. Ouais, mais en fait, monsieur, c'est pas possible parce qu'en fait, votre idée là, c'est parce que vous avez pris 4 champignons magiques et que vous avez le cerveau en vrac. C'est pas possible. Parce qu'en fait, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait obliger les gens à faire ça, il faudrait empêcher les gens de faire ça, il faudrait augmenter les taxes. C'est pas possible, monsieur. Et le mec, il fait, d'accord, on va faire tout ça. On va le faire. Et les mecs, en fait, ils partent d'une idée qui est complètement irréalisable et ils vont créer 1 million de lois liberticides, 1 million d'obligations, des taxes à outrance, parce que forcément, pour réaliser leurs trucs qui marchent pas, il faut gaspiller. C'est des trucs qui ne sont pas efficaces, ce sont des trucs qui ne sont pas efficients. Donc il faut une tonne de fric pour essayer de faire marchoter le truc. Au bout de 20 ans, évidemment, ça n'a pas marché, on change de sujet. Mais entre-temps, il y a les mecs qui se sont bien remplis les poches. au moins, tu prends certains pays qui sont totalitaires. Par exemple, tu prends Singapour. Hein, personne ne dit que Singapour est une démocratie. Tu prends certaines monarchies du Moyen-Orient. C'est pareil, personne ne dit que c'est des démocraties. Ils ont une sorte de totalitarisme éclairé, si je peux me permettre, qui fait que, bon, tu ne mêles pas de politique, la politique c'est nous, on va faire les choses, on va les faire correctement, et ça ne te regarde pas, tu vis ta vie, tu travailles, et puis voilà. On peut très bien être dans un système qui n'est pas démocratique, qui est, comme il dit, totalitaire, où vous avez une élite qui dirige tout, mais dont l'élite décide de créer des lois telles que le système soit quand même relativement libéral. Vous voyez ce que je veux dire? Une élite qui est instituée, elle est là, elle dit c'est moi le roi, c'est moi l'empereur, c'est moi le dictateur, c'est moi ce que vous voulez, c'est moi qui décide, mais je décide de faire en sorte de laisser un marché le plus libre possible. Ça peut très bien être possible. On peut aussi avoir l'inverse, un système où soi-disant l'élite est élue par le peuple, démocratique, mais où en réalité il y a tellement de lois, il y a tellement de normes, il y a tellement de réglementations qu'on ne peut plus rien faire. Ce sont deux choses indépendantes en fait. Hein. En fait, il faut imaginer que vous pouvez avoir une tête qui est là, qui bouge pas, et un corps qui est libre, d'accord? Ou vous pouvez avoir une tête qui change tout le temps, et un corps qui est enchaîné. Les deux, vous voyez, tout est possible, il y a plusieurs combinaisons possibles. Hein. Ok, il y a ce genre de deal dans le monde, mais il y a aussi le deal contraire. Tu as des pays autoritaires
mais qui s'enfoncent. Prends, je sais pas moi, certains pays en Afrique ou Asie ou Amérique latine avec des présidents à vie, etc. C'est des Les fameux présidents à vie élus démocratiquement. pays qui sont gangrénés par la corruption, tout comme le Royaume-Uni. Après, il y a d'autres raisons pour lesquelles ces pays qu'il a cités, Amérique du Sud, Afrique, etc., c'est des pays effectivement qui s'enfoncent et qui ont effectivement tendance à être des pays avec des gouvernements autoritaires. Je pense qu'il y a d'autres raisons qui expliquent que ces pays non seulement s'enfoncent, mais certains pays en réalité ne s'enfoncent pas, hein, ils stagnent depuis des millénaires, hein. C'est des pays gangrénés par l'autoritarisme et finalement, c'est des pays qui ne fonctionnent pas. C'est même pas un autoritarisme à la Singapour, c'est un C'est des pays où en fait le plus fort, il arrive avec des armes et avec des soldats, on va dire, il ratiboise tout le monde, pour pas dire des mots interdits sur YouTube. Il s'installe dans un palais et il dit à partir de maintenant c'est moi le boss, c'est tout. Et puis de toute façon j'ai les plus grosses armes, donc vous faites ce qu'on vous dit, point. Et celui qui moufte, il prend une balle. Vous voyez, c'est comme ça dans ces pays-là. Jusqu'au jour où il y en a un autre plus fort qui essaie de prendre le pouvoir. Oui. autoritarisme à des failed states. Donc, on est en train doucement d'aller vers les situations de failed state. Donc, qu'est-ce que tu veux? Moi, je pars à La différence, c'est que ces pays-là dont il parle, c'est les pays qui ont toujours été des failed states. C'est les pays qui sont allés, effectivement, qui sont pauvres depuis des millénaires, ils ont toujours été pauvres. Nous, on n'a pas toujours été pauvres. Ok, nous, on était quand même, vous regardez les archives de l'INA, etc., vous voyez la France, l'Europe, etc., du siècle dernier, c'était pas un pays pauvre. D'accord. C'était le joyau de la civilisation. D'accord. Les gens étaient bien habillés, les immeubles étaient bien propres, etc., etc., etc. On a inventé l'aviation, le Titanic, le machin, d'accord. Euh, nous, on n'était pas pauvres en fait. C'est ça toute la différence. rester là-dedans. Tu sais, quand j'ai quitté mon Algérie natale et que des gens ont vieilli, je les ai pas vus vieillir, des gens sont nés, je connais pas leur prénom, des gens sont morts et j'ai pas pu les voir, j'ai pas pu les rencontrer. Et je suis parti sans savoir c'est la dernière fois que je les voyais. Et j'ai passé des années et des années à recevoir des messages qu'un tel est mort, qu'un tel est tout ça. Je veux dire, c'est pas pour ce deal. Aujourd'hui, je me retrouve quand je vais en Algérie pour les vacances, j'en profite pour aller chez le médecin, n'est-ce pas? Je commence à faire du tourisme médical en Algérie. Alors, c'est parfaitement possible, effectivement, que dans des pays comme ça, un peu des shitholes comme l'Algérie, il y ait dans certaines grandes villes, effectivement, des centres médicaux privés, bien sûr, qui sont réservés à une certaine caste, hein. Il se plaint de la médecine de caste, mais dans les shitholes, la bonne médecine est évidemment réservée à une caste. Donc c'est possible, bien sûr, qu'on est en Algérie, ils puissent effectivement avoir accès à ces services privés, où là, il y a plus de facilité. Bon, ceci étant dit, gardons les pieds sur terre. Si vous voulez gagner de l'argent, faut pas aller faire du business en Algérie. Sauf à être un patron du BTP, etc., hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous avez des compétences et que vous voulez les vendre, vous n'allez pas les vendre à un Algérien. Si vous voulez investir dans, je sais pas moi, l'immobilier, encore que peut-être. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est bien 2 minutes en vacances. Ça reste un chito. C'est pas pour ça. J'ai pas tout sacrifié pour partir en Europe, pour finalement devoir faire du tourisme médical en Algérie. Donc, bon, pour faire court, pour faire simple, Et puis je pense qu'il en rajoute un petit peu. Il dit voilà, en gros, ce qu'il dit, c'est j'ai sacrifié en fait ma vie sur la terre de mes ancêtres. Je me suis barré de mon pays natal, donc l'Algérie, pour aller en Europe pour une vie meilleure. Et finalement, je ne l'ai pas, cette vie meilleure. Mais évidemment qu'il a cette vie meilleure. Parce que s'il était resté en Algérie, euh, et il n'aurait pas eu toutes ces opportunités dans l'informatique, etc. Aldosteron, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de jobs, mais c'est quelqu'un qui était dans l'aviation, qui était dans l'informatique. Je pense que c'est quelqu'un qui à un moment donné a acheté Il était assez passionné de voitures, si je ne me trompe pas, il avait des belles voitures, etc. S'il avait jamais quitté l'Algérie, il n'aurait jamais obtenu tout ça. Il n'aurait jamais d'ailleurs obtenu toute cette expérience de vie qui lui permet également d'être crédible sur Internet. Ce serait juste un Algérien. là, bon, là, je suis en pleine mer. Starlink étant ce qu'il est, cette vidéo va mettre des heures à uploader, mais je vous dis en résumé, je pars. Je quitte le Royaume-Uni en 2025. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne pars pas en Europe, je ne pars pas aux États-Unis, je ne pars pas dans les pays post-chrétiens. C'est très simple. Tous les pays, je considère tous les pays occidentaux, aujourd'hui, sont des pays qui sont sur la même voie de destruction, d'autoritarisme et de démantèlement sur tous les plans. Réflexion très intéressante qu'il mène. Il utilise cette expression qu'il a inventée de pays post-chrétiens. C'est une façon polie de dire pays apostats, hein. Ce sont des pays qui étaient chrétiens et qui ont abandonné le christianisme. Et il explique effectivement que ces pays-là sont plus ou moins tous sur la même voie. D'un côté, c'est vrai, d'un autre, je pense que c'est pas totalement vrai, surtout pour les États-Unis.
Cependant, il convient de remarquer quelque chose d'intéressant. Si vous avez une culture politique historique, je n'ai pas une immense culture politique, ni une immense culture historique, et encore moins une immense culture politique historique, à savoir comment l'évolution des idées, etc. Mais si vous regardez, si vous considérez que vous êtes quelqu'un de droite, et que vous regardez quels étaient les combats menés par la droite, en France, par exemple, il y a 100 ans, eh bien, vous serez surpris de constater que beaucoup de ces idéaux, en réalité, sont réalisés aujourd'hui dans des pays qui ne sont pas chrétiens et qui ne l'ont jamais été. Je prends un exemple très simple. Euh, tout ce qui tourne autour euh, des mœurs, la question des mœurs. Bon bah, je schématise, mais grosso modo, vous avez la gauche, qui était donc traditionnellement, qui a toujours été pour une libéralisation des relations, que ce soit le rôle de la femme, les unions libres au lieu du mariage, les relations sexuelles hors mariage, la contraception, etc. C'est-à-dire que un détachement total entre la famille, la procréation, la sexualité, et grosso modo, les hommes et les femmes sont libres de faire tout ce qu'ils veulent sur le plan sexuel. Aujourd'hui, ça c'est presque devenu en France une unité de droite. C'est vraiment intéressant. Une unité de droite parce que du coup, bah, maintenant l'islam est contre ça. Et donc la droite, pour être contre l'islam, elle est pro ça. Alors qu'historiquement, les gens qui étaient pro ce que je viens de dire là, c'est des gens de gauche. Les gens de droite, au contraire, étaient pour la pudeur, la modestie, le respect de la morale, le respect de la famille traditionnelle. Généralement, on ne voyait pas d'un très bon œil tout ce qui était on va dire, les orientations sexuelles différentes, etc., etc., etc. Si vous regardez donc ces idées qui étaient promues par la droite il y a 100 ans et qui n'ont pas réussi à s'imposer, il suffit de voir la marche de l'histoire, ben, ces idées aujourd'hui existent à Dubaï. Une personne qui, par exemple, fustige les tenues vestimentaires indécentes chez la femme. Alors aujourd'hui en France, on dirait que c'est un musulman. Historiquement, c'était les droitards qui pensaient ça. Vous allez à Dubaï, eh bien à Dubaï, effectivement, il y a un dress code. On ne peut pas s'habiller indécemment dans la rue. Vous êtes quelqu'un qui insistait, pour qui, une personne religieuse, je parle tout ça parce qu'il parle de post-chrétien. Et généralement, les gens qui pensent ça, ce sont des gens, la droite traditionnellement, c'est des gens qui étaient, il y avait vraiment un lien entre les idées et puis la religion. C'est des gens qui étaient très catholiques, etc. Et donc ces catholiques, eh bien, étaient et sont toujours, pour certains traditionnalistes aujourd'hui, pour une certaine modestie vestimentaire chez la femme, pas de mini-jupe, pas de mini-short, etc. Et puis dans le comportement, on ne roule pas une grosse galoche à son mec en public, on se tripote pas en public, etc. Euh, vous allez à Dubaï aujourd'hui, tout ça est respecté. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui qui viendrait de la France, qui serait un mec de droite dure, de droite radicale, des années 1920, aujourd'hui, il débarquerait dans le monde d'aujourd'hui, il trouverait un climat plus agréable à Dubaï, au Moyen-Orient, qu'en France. C'est quand même incroyable. Les pays musulmans d'aujourd'hui sont plus proches des idéaux chrétiens que les pays dits chrétiens, en fait. Je trouve que c'est une réflexion intéressante à mener. Alors ensuite, par contre, c'est vrai qu'on dit que tous ces pays prennent la même direction. Je pense que oui et non. Je pense qu'aux États-Unis, il y a quand même pas mal d'États. Et en plus, là, il y a une espèce de revirement avec Trump, avec Musk. Mais on a vu, par exemple, pour la question du Covid, vous aviez effectivement tout l'Occident, et même le monde entier, hein, qui a agi d'un seul bloc. Mais il y avait des États aux États-Unis, par exemple, où il y avait encore beaucoup de liberté. D'accord. Le Texas a complètement abandonné tous les délires Covid au moins un an avant la France. C'est un endroit, par exemple, où il n'y a jamais eu de passeport vert, de passeport vaccinal, où il n'y a jamais eu de vaccination obligatoire, où il n'y a jamais eu. Rien de tout ça n'a jamais existé au Texas. Dans d'autres États, c'était le contraire, hein, c'était la dictature totale. Hein. Mais vous voyez comme c'est un pays où il y a quand même des choses différentes, et les États aux États-Unis qui sont de droite sont franchement différents des États qui sont de gauche, et sont franchement différents de tout ce qu'on connaît en Europe. C'est vrai que l'Europe, elle, par contre, fonctionne un peu comme un seul homme, sauf peut-être encore un peu l'Europe de l'Est. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'Occident reste le centre du monde. Les gens vont dire non, les BRICS, machin, la Russie, la Chine, c'est faux. L'Occident reste le centre du monde. Si demain l'Occident dit qu'il faut aller dans cette direction, il y a des pays qui vont être à la traîne, il y a des pays qui vont obéir, mais pas trop. Il y a des pays dans lesquels vous allez pouvoir magouiller. Mais grosso modo, le monde va prendre cette direction. Et les quelques rares pays qui sont réellement en décalage avec la direction donnée par l'Occident, c'est des chitos dans lesquels vous ne voulez pas mettre les pieds, les amis. C'est aussi simple que ça. Certains, Par contre, ça peut être très intéressant, effectivement, de vivre dans des endroits où, des pays tiers 2, hein, où ces pays jouent un peu le jeu pour être bien vus de l'Occident.
Ils ont une législation et une fiscalité beaucoup plus avantageuse. Ce sont des pays qui n'ont pas peur de s'occuper des criminels et qui donc vous pouvez jouir d'une relative sécurité. Et sans entrer en opposition frontale avec l'Occident, ce qu'ils ne feront jamais, s'ils le font, ils vont s'effondrer immédiatement, hein, faute de pouvoir jouer dans l'économie internationale, mais sans rentrer frontalement en contact avec l'Occident, eh bien, ils laissent quand même à leurs citoyens une relative marge de manœuvre que vous n'auriez pas en Occident. Donc, malgré ça, ça peut toujours, c'est même parfaitement valable, de vouloir aller vivre dans ces pays-là, tout en étant intelligent, tout en faisant de l'argent avec l'Occident. Les amis, n'oubliez pas, l'argent est en Occident. Uns sont plus en avance que d'autres. Le Royaume-Uni est très en avance. La France, derrière nous, je dirais, mais ça viendra. La France, je dirais, dans les 4-5 ans, elle rejoindra le Royaume-Uni en niveau de dégradation. Mais ça ne me sert à rien d'aller dans un autre pays, poser mes bagages, juste pour devoir le quitter dans 5 ans parce qu'il a pourri. Il faut que je sorte de ce système définitivement. Donc, Je pense que malheureusement, ça va être difficile de sortir de ce système définitivement. Et je pense qu'à terme, les gens qui veulent vraiment avoir des conditions de vie idéales, c'est-à-dire des gens qui sont des gens difficiles, ils veulent pas qu'on se foute de leur gueule, ils vont devoir bouger tous les 5 ans. Et ils vont peut-être même des fois devoir bouger tous les 2 ans, tous les 3 ans, en fonction de l'évolution de la législation, du climat international, etc., etc., etc. Ou bien vous mettez dans un pays où c'est plus ou moins correct, et vous vous dites je reste là, mais attention parce que les choses peuvent changer très vite, et ce sera jamais parfait. Mais si vous êtes toujours à la recherche on va dire, d'une espèce de concours de circonstances où vous avez le pays idéal pour votre situation particulière, eh bien les choses changent tellement que si vous êtes à ce point difficile, vous allez devoir changer très souvent. Et je pense que là, on n'est pas dans une période où on peut se dire je reste là et j'y resterai pendant les 50 prochaines années. C'est plus trop possible, ou alors on y reste, mais il va y avoir des changements et il y aura certains changements qui ne vont pas nous plaire et il faudra les subir. Voilà, tout simplement. quitter l'Europe, et bien entendu, les États-Unis, le Canada, tout ça, font pas du tout partie de l'équation parce que c'est exactement la même chose. Tous ces pays sont Le Canada, effectivement, c'est très gauchiste, à ce que j'ai entendu. Après, j'y ai jamais foutu les pieds, donc je ne sais pas. Mais il me semble que c'est quand même, avec Trudeau, beaucoup de taxes, beaucoup de législation. Mais pour les États-Unis, je pense que ça va être un bon plan d'aller dans certains États, attention des États-Unis, mais encore une fois, encore faut-il en avoir la possibilité parce que tout le monde n'est pas le bienvenu aux États-Unis, hein. Mais gardons en tête quand même que si vous voyagez et que vous allez vraiment dans les pays qui sont vraiment en dehors, vraiment, qui n'ont rien à voir avec l'Occident, ou bien déjà vous allez être complètement dépaysé et ça va pas forcément vous plaire parce que vous allez arriver dans des endroits qui sont vraiment qui n'ont plus rien à voir avec tout ce que vous avez connu. Mais surtout, les pays qui sont radicalement en franche coupure avec l'Occident, ce sont des shitholes. D'accord. Par exemple, on me dire le Japon. Et le Japon est sous domination américaine, les amis. La Corée du Sud. La Corée du Sud est sous domination américaine. Le Japon a su, effectivement, conserver certaines spécificités, certaines coutumes, etc. etc., etc. Mais le Japon n'est pas en opposition avec l'Occident. Vous comprenez? Si l'Occident dit il faut faire telle chose, maintenant c'est le climat, il ne faut pas les Japonais commencer à se lever et à dire non, non, on va pas faire comme ça, c'est n'importe quoi. On dira ah oui, Yamate Kudasai, on va faire le climat. Ils vont faire. D'accord. Donc, ils sont loin, ils sont sur une petite île. Le fait qu'ils soient sur une île, d'ailleurs, ça les aide aussi à conserver une certaine, voilà, un certain exotisme. Mais le Japon, ça reste l'Occident, on va se mentir. Mais sinon, vous pouvez aller dans les campagnes chinoises. Ce sont des endroits où les gens gagnent 2 euros par mois. Ils mangent des sacs plastiques. Il y a du trafic d'êtres humains en pagaille. Et puis là, par contre, effectivement, il y aura pas de fonctionnaire, effectivement, pour venir vérifier que vous triez bien vos déchets. Mais enfin, c'est pire que le tiers-monde. D'accord? Donc je pense qu'il faut chercher à sortir son épingle du jeu, et pour ça, il faut chercher un juste milieu. sommés de se détruire. Au Royaume-Uni, on a un exode massif. Peut-être ce qui m'est arrivé, c'est la femme de ménage. De manière un peu surprenante. J'arrêtais pas de regarder que les millionnaires partent, les milliardaires partent, les créateurs d'entreprises partent. Il y a un méga exode du Royaume-Uni. Tout le monde est en train de partir. D'ailleurs, le Premier ministre Keir Starmer, qui est notre Trudeau, qui est là pour longtemps, même si lui, il saute, il est entouré de plein de gens qui reprendront le flambeau, de toute manière, vous inquiétez pas. Il a dit, si la nouvelle orientation pour le Royaume-Uni ne vous plaît pas, signifie un tiers-monde surtaxé, autoritaire et victorien. Un tiers-monde surtaxé et pluvieux. Mais moi, j'aime bien le côté victorien, hein. La porte est ouverte. Mais victorien, le côté bien du victorien. Les belles architectures, les beaux vêtements, comment dirais-je, les belles manières, la civilisation. Pas les machines à pièces. La porte est ouverte, vous pouvez partir. Ok, ben on est de plus en plus à le prendre au mot. Et je vous disais, quand la femme de ménage
bulgare ou roumaine, je crois, je n'ai jamais vraiment demandé. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes que j'ai parlé à un chauffeur Uber, en Roumanie donc, qui avait travaillé à Londres pendant des années et qui a quitté Londres quand son pote, qui était lui aussi un Roumain, qui s'était également expatrié au Royaume-Uni pour également devenir chauffeur Uber, s'était fait poignarder sans aucune raison. Il s'est dit, c'en est trop, je me casse. Et il est revenu en Roumanie. Il y a des gens qui reviennent en Roumanie, les amis, qui quittent le Royaume-Uni pour revenir en Roumanie. Je sais pas si vous imaginez. A dit que elle aussi, elle quittait le Royaume-Uni parce que elle trouve que le pays a pris une tangente impossible. Et puis c'est vrai qu'en plus, ces gens-là, ils reviennent régulièrement voir leurs parents. Alors ils voient. Ils disent, putain, mais la Roumanie, c'est plus comme chez Ceausescu, quoi. C'est plus comme l'Europe de l'Est de l'époque avec... Vous comprenez, quand ces gens-là sont partis, l'Europe de l'Est, c'était un peu un shithole. C'était un shithole communiste, c'était pauvre, c'était les usines, c'était l'alcool, alors que l'Europe de l'Ouest, c'était le faste, c'était l'abondance. Vous comprenez qu'ils sont partis dans ces conditions. Maintenant, ils regardent la nouvelle donne, ils se disent, mais pourquoi je suis encore là, en fait? Ça a été peut-être la sonnette de réveil pour moi. J'ai compris que c'était fait comme si j'étais dans un bâtiment qui a pris feu, et puis que tout le monde est parti, que les issues de secours sont en train de s'emplir de fumée, et que je suis le dernier encore là, dans ce pays. Donc voilà mes amis, je vous dirai où je pars, c'est pas un secret, c'est pas un grand secret non plus, mais juste j'ai une destination première sur la liste, j'ai une deuxième destination sur la liste, j'ai entamé les démarches pour la première. Si jamais ça se passe mal, je sauterai tout de suite sur la deuxième destination. Mais Je suis curieux de savoir. Au hasard, j'ai envie de dire Dubaï ou le Moyen-Orient. Puisque, vous savez, il est algérien, donc il y a le côté arabe, il y a le côté développé, il y a le côté pas trop occidental, mais en même temps avec des opportunités. Je pense que ce serait un bon plan pour lui d'aller là-bas. Euh, Mais voilà, c'est juste je devine juste. Je suis vraiment curieux de savoir où est-ce qu'il va aller. voilà. Je vous informerai un peu plus et tout ça, je vous parlerai de mon parcours et tout, quand j'aurai plus de visibilité. Ah, il n'y a pas à nous le dire. Mais grosso modo, dans les 6-7 mois, je quitte le Royaume-Uni, définitivement. Il dit quand j'aurai plus de visibilité. Oh, je pense qu'il a déjà beaucoup de visibilité, hein, tu peux nous le dire tout de suite, Aldo. Moi, j'aimerais savoir où il va. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous rappelle mon livre Escrologie. Le fait d'écrire ces livres, ça m'a permis de regarder un petit peu les choses en face. Et ça m'a permis de comprendre ce qui est en train de se tramer et dans quelle direction nous sommes en train d'aller. C'est important d'écrire vos pensées, les amis, ça vous permet de faire des introspections, ça vous permet de trier les informations qui sont dans votre inconscient. Et vous pouvez avoir des breakthroughs, vous pouvez avoir des illuminations en écrivant tout simplement ce que vous pensez. Que quand ils ont poussé ce projet à sa quintessence, des pays comme le Royaume-Uni, des pays comme la France, ça ressemblera grosso modo au Sud-Soudan. Hein. Ça sera des failed states. Le Sud-Soudan, les amis. Putain, vous avez pas envie d'aller au... Mais tu vois, il parle du Sud-Soudan. Ah bah, le Sud-Soudan, c'est pas occidental pour le coup. J'ai pas envie non plus d'y foutre les pieds. Misérables, policiers, autoritaires et des pays de crevards. Quoi. Je sais pas pourquoi. Hein, c'est pas une crise. Ce n'est pas une crise, encore une fois. C'est pas un accident. C'est une volonté. C'est intentionnel. C'est planifié. Et ce plan est conduit depuis des décennies. Je suis d'accord avec lui. Je sais pas pourquoi. Je pointe le doigt sur personne. Mais c'est une destruction civilisationnelle. Dites-moi en commentaire, c'est pourquoi ou c'est pour qui. Ça va s'amuser un petit peu. Planifié, voulu. Qui planifie tout ça? Qui veut tout ça? Mettez-moi en commentaire. Et qui avancera, qui est en train d'avancer à pas forcer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans une prochaine. Bon, voilà, on va arrêter là-dessus les amis, je vais pas vous faire une analyse après l'analyse parce que la vidéo était déjà relativement longue. Donc, Aldostérone se barre d'Angleterre. Alors, il faut toujours prendre du recul par rapport à ses départs parce qu'il y a des gens qui partent, qui finissent par revenir. Ou il y a des gens, par exemple Kublai pendant très longtemps par exemple, il vivait en Russie et disait par exemple, on n'allait surtout pas en Europe de l'Est parce que, eh bien, l'Europe de l'Est finalement c'est l'Europe et tôt ou tard ce qui arrive en Europe, ça arrivera en Europe de l'Est. In fine, Kublai est revenu vivre en France. Donc il y a des gens qui disent des choses, mais je ne leur jette pas la pierre, puisque on a tous des parcours de vie qui nous font changer, qui nous font évoluer, qui nous font changer d'avis. Mais généralement, les gens qui ont au début cette volonté, ce ras-le-bol de l'Occident et qui veulent couper court avec l'Occident, se rendent compte qu'on ne coupe pas tant que ça court avec l'Occident. Finalement, il y a toujours un lien avec l'Occident. Même s'il allait à l'autre bout de la planète,
De toute façon, il fait de l'argent sur YouTube en parlant français, donc il s'adresse à un public français. Donc ses revenus sont dépendants de l'économie française, puisque ce sont les Français qui achètent ses produits. Après, il a également des compétences dans d'autres domaines, je pense l'informatique, c'est pareil. L'informatique, le poumon économique de la technologie, c'est encore les États-Unis. Donc, à moins peut-être qu'il ait travaillé pour le gouvernement chinois, je sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que cette idée de rupture nette avec tout ce qui touche de près ou de loin avec l'Occident, c'est un petit peu radical. Je ne sais pas si c'est vraiment faisable, à moins vraiment d'être prêt à vivre dans des conditions qui ne correspondront pas aux standards de vie de la plupart des gens. Je pense que le mieux pour moi, c'est de trouver des compromis et de trouver des points d'équilibre qui nous permettent de jouir autant que faire se peut du confort de vie, de la technologie et de l'argent occidental sans en souffrir des conséquences. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est, comme je vous ai dit, le jeu arbitrage. Monter les business qui vous permettent de prendre de l'argent de l'Occident, que ce soit de monter les business sur place qu'on automatise après et on se barre, que ce soit monter les business depuis l'étranger, par exemple en étant freelance, par exemple en montant une agence, par exemple en montant un business en ligne. Mais l'idée, c'est toujours de toucher du fric avec, de rapprocher votre activité économique du poumon économique qui est l'Occident, mais après de rapatrier ça euh, dans des pays tiers 2. Je vais vous expliquer la différence. Pays tiers 1, tiers 2, tiers 3, ce sont les listes de pays qui sont faits par les publicitaires sur Internet. Tiers 1, c'est l'Occident, tiers 2, c'est les intermédiaires, tiers 3, c'est les shitholes. Et donc, vivre dans les pays tiers 2, vous jouissez d'un confort de vie tout à fait correct, voire très bien, parce que vous avez accès à toutes les infrastructures privées, parce que vous avez comment dirais-je, un coût de la vie qui est très faible et des revenus qui sont 10 fois plus élevés que la moyenne. Et donc voilà. Si vous voulez des conseils business, expatriation, mindset puissant, concret, actionnable, condensé comme un café bien serré en 2 minutes, c'est dans le lounge. Le lounge, c'est ma newsletter privée, c'est en description, c'est gratuit, on met son email et comme ça vous allez pouvoir recevoir le plus rapidement possible ces petites punchlines, ces petits cafés corsés que je vous envoie tous les jours, ces petits conseils, ces petits tips, à l'abri des regards indiscrets, c'est-à-dire à l'abri des gauchos, à l'abri des rageux, à l'abri du fisc et à l'abri de vos concurrents potentiels. En attendant, on se retrouve la prochaine fois sur un nouvel épisode d'Empire Digital. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.